C'est un nouveau sondage léger qui confirme le portrait politique actuellement. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, c'est le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon qui récolterait donc les grands honneurs à 30 % dans les intentions de vote, suivi des libéraux de Pablo Rodriguez. Il y en a un effet Pablo Rodriguez à 28 %. La CAQ, troisième, 17 % pour M. Legault avec des chiffres dévastateurs. 14 % pour les conservateurs d'Éric Duhaime et Québec solidaire en déroute ferme la marche avec 9 %. Rodolphe Osny est analyste politique et chroniqueur à la Joute et au bilan. Salut Rodolphe! Bonjour Alexandre. Bon, alors, on va prendre le temps de décortiquer ça parce qu'il y a plusieurs volets à ce sondage-là. D'abord, sur les intentions de vote en général, comment tu décortiques le portrait de la situation actuelle? Aïe. En tout cas, Ça pour la résume bien CAQ ça, hein? ce matin. Écoute, c'est un tout petit peu normal quand un gouvernement, à la fin d'un deuxième mandat ou un an avant la prochaine échéance électorale, ça veut dire il y a l'usure du pouvoir, on l'a vu en tout cas à Ottawa, et c'est la même chose pour tous les gouvernements. Enfin, il y a comme une sorte d'odeur de fin de régime. Mais là, comme ça, d'avoir la coalition Avenir Québec qui est à 17 %, comme tu viens de le dire, qui perd encore un point à -3. Surtout, faut mettre en comparaison, ils ont gagné une super majorité, 90 députés à la dernière élection. Et depuis cette dernière élection, ça ne fait que descendre. Donc, ça veut dire l'usure du pouvoir, le message, j'ai l'impression, c'est vraiment cristallisé en termes de si ce ne sont pas des si bons gestionnaires que ça, en tout cas à la CAQ, on l'a vu concernant, par exemple, les finances publiques, Nordvolt et tout ça, on peut faire la liste. Mais là, comme ça, d'avoir un score de 17 %, on se demande, est-ce que la CAQ et M. Legault peuvent vraiment changer cette tendance qui est quand même très lourde? Et ensuite, on regarde les chiffres du Parti québécois et on voit que, bon, il y a un transfert. On voit que les gens sont en train de voir le Parti québécois et avec ce désir de changement qui sont en train de donner des appuis au Parti québécois. La grande surprise, je pense, ce matin, après le aïe de François Legault, c'est une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec, comme ça, qui gagne 7 points. Avant, le Parti libéral et la CAQ étaient presque nez à nez. Et là, maintenant, on voit en tout cas un écart qui se creuse avec le Parti libéral du Québec à 28 %. Est-ce que d'expérience, Rodolphe, un genre de sondage comme ça va venir un peu raviver là, toutes les petits bruits de corridor, là, les petites discussions sur, coudonc, là, 2026, on fait quoi là, en termes de chefferie à la CAQ? Parce que là, quand on regarde, quand, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous souhaitez que François Legault reste chef de la CAQ? 28 % seulement souhaitent qu'il reste. 50 % des répondants souhaitent qu'il parte. Oui, et c'est vraiment ça qui fait très mal, en plus de l'insatisfaction, en tout cas, qu'on voit pour la CAQ, c'est l'insatisfaction de François Legault. Tout d'abord, il faut le dire, la CAQ, c'est François Legault. François Legault, c'est la CAQ. C'est le premier et pour l'instant le seul chef de ce parti. C'est lui qui porte, en tout cas, ce parti, ou sinon, c'est lui qui fait ce parti. Et là, maintenant, ce chiffre de 50 des gens qui veulent voir un départ, ça fait très mal. Les conséquences vont être les suivantes. Il y a énormément de députés, puis ça, je parle d'expérience, il y a beaucoup de députés, certainement de la CAQ, qui doivent être très nerveux, qui doivent en tout cas penser à leur avenir, qui vont certainement peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, beaucoup vont dire, ben tiens, je ne vais pas me représenter, j'ai envie de voir ma famille un peu plus que ces 8 dernières années. Écoute, on l'a vu, c'est comme si c'était une petite répétition avec Justin Trudeau. Plus que Justin Trudeau disait qu'il voulait rester et qu'il allait être candidat à la prochaine, et plus on entendait des ministres et des députés dire, ah, tout d'un coup, j'ai pas envie de me représenter, puis j'ai envie de voir ma famille. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et oui, des rumeurs de, si je peux appeler ça un coup de palais, c'est-à-dire un coup d'État dans le palais en termes de qui peut succéder. Est-ce qu'on va jouer plus des coudes? Surtout, on va voir peut-être, et c'est plus à l'interne, c'est beaucoup moins de solidarité, par exemple, entre les députés et les ministres du même parti, parce que il va y avoir un mouvement où ils vont tous essayer de sauver leur peau. Ouais. Et ça, c'est intéressant, ce volet-là aussi, parce que, advenant le cas où
M. Legault n'y serait pas en 2026. Là, on questionne aussi les répondants à savoir qui ferait le meilleur successeur. Et là, c'est encore Geneviève Guilbeault à 23 au sein des électeurs caquistes, Christian Dubé 20 Sonia Lebel et Simon Jolin-Barrette à 11 tous les deux. Est-ce que la solution viendrait réellement de l'interne? Est-ce qu'un de ces candidats-là t'apparaîtrait assez solide là, pour être chef dans le contexte actuel? Ben, c'est difficile parce que premièrement, on dirait qu'il n'y a pas de dauphin naturel, en tout cas à la CAQ. Oui, Geneviève Guilbeault fait mieux que d'autres, mais bon, Geneviève Guilbeault aussi traîne beaucoup de casseroles. Ça veut dire c'est elle qui est allée sur plusieurs dossiers au BAT et qui a subi l'insatisfaction. On peut penser qu'au troisième lien, et on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer cet automne concernant sa clique. Donc, je pense que ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, normalement, avant l'épisode de M. Carney, la politique voulait que quand il y a l'usure du pouvoir, qu'on peut changer le chef, ça va rien changer. Ça veut dire penser après Robert Bourassa avec Daniel Johnson ou après, par exemple, René Lévesque après Pierre-Marc Johnson ou même Paul Martin avec Jean Chrétien. Ça a duré très, très peu, en fait, la succession. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, oui, M. Carney a un tout petit peu brouillé les cartes en termes de si on regarde l'historique, mais normalement, même s'il changeait de chef, quand l'usure du pouvoir s'est installée, c'est très, très difficile. Surtout que, bon, Christian Dubé, qui est peut-être un des ministres les plus crédibles qui reste à ce gouvernement, malgré le fait que les progrès en santé se font là, a quand même annoncé, ou en tout cas qu'il ne serait pas candidat, ou la rumeur veut qu'il ne serait pas au candidat aux prochaines élections. Donc, c'est difficile comme ça d'avoir quelqu'un qui peut succéder à M. Legault. Souvenons-nous, il ne faut pas non plus être le premier à faire tomber le chef. On sait ce qui s'est passé avec Mme Freeland. Lorsqu'il y a eu une course à la chefferie, ça n'a pas été à son avantage et des fois, il faut peut-être aller chercher un outsider. Comme on dit de vieil adage, un Brutus ne deviendra jamais Non. César. Rodolphe, dans ce contexte-là, est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver dans une espèce, encore une fois, de dualité souverainiste-fédéraliste? Puis quand on pose la question, justement, sur l'appui à la souveraineté, de manière générale, c'est assez stable. On est à peu près à 36 en termes d'appui à la souveraineté. Mais quand on creuse, puis quand on va voir par strate d'âge, entre autres chez les jeunes, chez les 18-34 ans, bien là, à ce moment-là, l'aiguille bouge. On est à 48 des Québécois de 18 à 34 ans qui sont séduits par l'idée d'indépendance. Alors là, est-ce que là aussi, on va avoir une espèce de pas un fossé générationnel, mais un appétit pour la souveraineté chez les plus jeunes, alors que les électeurs peut-être un peu plus âgés, qui ont peut-être déjà cru à la souveraineté, vont être plus frileux? Comment tu vois ça? Oui, pour Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est à moitié vide ou à moitié plein le verre ce matin. Ça veut dire, oui, on voit que l'appui de façon générale à la souveraineté est en augmentation. Donc, il peut se dire que son travail de pédagogie est en train de payer et que des gens regardent en tout cas l'option souverainiste. Mais comme tu viens de le dire, si on creuse un tout petit peu, puis moi, ça me surprend vraiment que l'appui des jeunes monte, parce que si on regarde dans la dernière année ou les 2 dernières années, et si on fait un lien avec le fédéral, beaucoup de jeunes disent que leur première préoccupation, c'est le coût de la vie et c'est l'habitation, la crise du logement. Et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup sont passés plus au centre droit. Donc, c'est intéressant de voir que des jeunes maintenant pourraient être plus souverainistes. Disons que pour l'instant, j'ai quand même un peu des doutes. Et oui, comme tu viens de le dire, des gens plus âgés qui connaissent l'historique, qui connaissent même ces 2 référendums, surtout peut-être celui de 95, et qui maintenant disent non, c'est peut-être, on se dit qu'ils ont quelque chose à perdre, ils sont maintenant retraités ou ils ont des actifs, puis ils se disent on va pas mettre ça tout en jeu pour la souveraineté. Alors peut-être qu'ils mettent leurs idéaux de côté et pensent plus peut-être à leur portefeuille ou aux conséquences économiques. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Normalement, on se disait c'est les personnes plus âgées qui sont plus souverainistes, qui ont cet historique. Et là, on voit qu'il y a un changement. Peut-être ils sont plus aisés maintenant. Et des jeunes qui se disent, hey, moi, la carte de crédit, j'ai pas envie que tout aille sur la carte de crédit, puis j'arrive pas à me payer un logement, puis j'aurai pas la même qualité de vie de mes parents. Peut-être maintenant, on se tourne vers la souveraineté. Donc, j'ai dit, les sables mouvants bougent un peu. C'est quand même des bonnes nouvelles pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Faisons le bilan de ce sommet de l'OTAN dans les Pays-Bas. Donald Trump s'était pointé là, un peu marabout, là, parce que là, il n'aimait pas ce qu'il voyait avec la trêve entre Israël et l'Iran. Mais là, Trump était tout sourire hier. Là. Il a eu ce qu'il voulait. Là.
Hein, le fameux 2% du PIB que les pays membres de l'OTAN doivent contribuer pour ce qui est du budget militaire. Le Canada a été un cancre pendant des années. Le Mark Carney s'est pété bretelles il y a quelques jours en disant, ben oui, on va le faire. Là, on a fait de la comptabilité créative pour arriver à 2%, mais on est là. Rodolphe, on n'est même plus à 2%, c'est rendu 5%. Peux-tu bien me dire comment on va faire ça au Canada? Oui, bon, tout d'abord, il faut dire que le candidat Trump, et je dis bien le candidat Trump et pas le président, parce que c'est lui, quand il était candidat, qui a commencé à dire je vais pas payer, puis ceux qui vont pas payer vont pas être protégés. On peut dire qu'il a complètement changé le narratif et la stratégie de plusieurs pays et que oui, il a gagné son pari. Le président Trump s'est présenté et il y a eu maintenant un consensus, comme tu viens de le dire, de passer de 2 à 5%. Puis oui, le Canada ne respectait pas. Écoutez, cette promesse du 2%, elle date d'il y a 10 ans et ça a pris plus de 10 ans et un changement de gouvernement pour que Monsieur le Canada, ou en tout cas sous Monsieur Carney, respecte avec, comme tu viens de le dire, un petit jeu comptable sur la garde côtière. Maintenant, ce 5%, c'est énorme en termes de dépenses, mais ce n'est pas seulement que des dépenses militaires, ils ont comme un peu ventilé le chiffre. Mais moi, ce que ça me dit tout d'abord, c'est ça fait 2 fois que M. Carney fait une annonce militaire ou de dépenses militaires. La première, c'est le fameux 9 milliards et maintenant, on pourrait passer à 150 milliards de dollars sur un budget qui, normalement, était à peu près à 40 milliards pour la défense. Et on n'a pas de budget, on n'a pas l'état des finances publiques. Ça veut dire, et au bout d'un moment, M. Carney, il faudrait qu'il arrête d'aller comme ça et faire des grosses annonces sans nous donner le portrait global. Est-ce que je suis d'accord pour qu'on augmente les dépenses militaires? Tout à fait, mais j'ai quand même besoin de voir en tout cas un cadre financier Ben oui, selon ce que selon ce que M. Carney a dit, ce fameux 1,5%, on le respecte déjà, je peux le comprendre parce que c'est vrai qu'on a des gros projets d'infrastructure, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on sache où est-ce qu'on va avec les finances publiques et pas juste faire des annonces pour se dire, bon, ben on verra après, on pète le problème en avant, puis dans 10 ans, on verra si on le respecte ou pas. Et ça, c'est la pile. Le problème, c'est que la pile, le déficit, c'est déjà ça. C'est déjà au de même. Merci, Rodolphe. On Salut. est déjà sur la carte de crédit loadée depuis longtemps. Merci.